Madame, Messieurs, bonjour. Il y a dans le silence des armes au repos le murmure de l'histoire qui se souvient. Des sentiers battus de la réunification au bastion de l'espoir dans les confins du Nord et des régions anglophones, l'armée camerounaise n'a cessé d'être plus qu'un rempart, un ciment national, une conscience entréiste. À l'heure où les drapeaux se lèvent pour célébrer l'unité, une question persiste. Que vaut une nation sans ses gardiens? Quelle paix sans les artisans silencieux de sa préservation? Aujourd'hui, la rétro rend hommage, mais surtout interroge sur ce que fut, sur ce qui est, sur ce qui pourrait advenir avec nous. Un homme de devoir, un témoin du dedans, un bâtisseur d'engagement. Le docteur colonel à la retraite Didier Badjek. Colonel, bonjour et bienvenue à la rétro. Bonjour Arnaud, et c'est un plaisir renouvelé pour moi. Je veux dire que ça faisait déjà un petit moment que Canal 2 ne m'invitait pas. Ça me fait plaisir toujours de revenir ici, parce que je connais combien est élevé votre professionnalisme, et je dois dire bonjour comme ça à vos téléspectateurs avec qui j'ai rompu de façon indépendante de ma volonté un peu le contact. Mais nous voilà, on va essayer de renforcer nos liens comme d'habitude, hein, et de rattraper le temps perdu. Bien sûr. Vous voyez que nous vous avons toujours à l'œil, parce que sur ce plateau, on va convoquer la pluralité de vos expertises, parce qu'il faut rappeler que vous êtes stratège, vous êtes internationaliste, vous êtes titulaire d'un PhD en sciences politiques, vous êtes surtout ancien chef de division de la communication du ministère de la Défense. Donc c'est avec toutes ces casquettes qu'on vous convoque sur ce plateau pour qu'ensemble on essaye de revisiter la célébration de la fête de l'unité qui met en vedette l'armée camerounaise. Oui, c'est pour ça qu'il peut m'être permis aussi de savoir remercier le ministère de la Défense qui a permis que je puisse avoir une formation aussi transversale, parce que ça fait quand même long, hein. J'ai été recruté comme ingénieur pilote, oui, et que maintenant je puisse avoir plusieurs casquettes. J'ai fait de la communication qui déjà tout s'est sanctionné par des masters en passant, relations internationales, stratégie, management public. Donc ça fait que c'est l'armée qui m'a permis, n'est-ce pas, d'arriver. C'est pour vous dire aujourd'hui que l'armée professionnelle que vous évoquez souvent est un fait qui est, oui, c'est un fait qui est réel. On encourage les jeunes officiers aujourd'hui à améliorer leurs connaissances et ne pas rester dans leur domaine purement tactique ou alors stratégique militaire. Bienvenue à vous à la maison dans la rétro placée cette semaine sous le sceau de l'unité, de la paix et de la mémoire collective. Mais avant de revenir à notre invité, je vous propose de revisiter l'actualité de la semaine en images. C'est le round-up de l'actualité. Pour des élections libres et transparentes, les Camerounais d'ici et de la diaspora sont désormais invités à déposer leurs propositions sur www.revicode.cm. Une tribune numérique pour repenser, améliorer, voire parfaire le code électoral du Cameroun. C'est une interface qui va permettre à tous les acteurs électoraux, non seulement les partis politiques, la société civile, les institutions qui sont dans le processus électoral, dont la première est l'ECAM. Cela démontre non seulement le sérieux qu'il vaut au travail que les partis politiques ont fourni. Au lendemain de la fête de l'unité, c'est un autre symbole fort qui se dessine à Yaoundé. Dans cette salle rassemblant leaders de partis politiques,
Figure de la société civile et représentant du corps diplomatique, le portail web Revicode est officiellement lancé. Un espace participatif, accessible à tous, pour bâtir ensemble un système électoral plus juste. La vice-présidente du conseil électoral salue l'initiative au nom d'Elections Cameroun. Nous saluons ce travail qui a été fait par un collectif technique très outillé. C'est pas facile de manipuler les réseaux sociaux actuellement. Nous savons tout ce qui peut être fait par le biais des réseaux sociaux, par la manipulation des données, mais nous avons constaté qu'il y a eu un certain nombre de mesures prises pour garantir la sécurité de ce site-là. Ce lancement marque un tournant attendu. En octobre 2024 déjà, la plateforme des partis politiques et des organisations de la société civile engagées pour une réforme consensuelle du code électoral au Cameroun dévoilait les contours de ce projet. Ce 21 mai, à quelques mois de la présidentielle de 2025, elle concrétise sa promesse. Faire un pas de plus vers un processus électoral inclusif et modernisé. Un collège gouvernemental, entre les murs du quartier Ngouaikele, peu après la pluie qui a arrosé la ville de Yaoundé cette mi-journée de jeudi. Les ministres Marie-Thérèse Abena-Ondoa de la promotion de la femme et de la famille, Madeleine Tchunté de la recherche scientifique et la secrétaire d'État à l'éducation de base, Kilo Viviane Achiri, vont adresser leurs condoléances aux parents du petit Matisse, brutalement arraché à la vie il y a 2 semaines par un voisin enragé. L'instant est chargé d'émotion une fois le seuil de la porte de la maison familiale franchi. Les membres du gouvernement, au bord des larmes, se recueillent devant la photo de l'enfant de 6 ans, précipité trop tôt dans l'au-delà. La presse est ensuite invitée à sortir, le temps d'un huis clos avec la famille. Au sorti, l'émotion est encore plus vive et c'est avec beaucoup de peine que Marie-Thérèse Abena-Ondoa dit un mot à la presse. Vous voyez les mamans devant vous, les mamans qui sont venues partager la peine de cette famille pour présenter les condoléances du gouvernement, du président de la République face à un drame comme celui-ci. Et nous prions pour que l'Éternel puisse donner aux parents, à toute la famille, la force de traverser cette dure épreuve. L'un des conseils de la famille de la victime est également présent, impatient que justice soit rendue. La justice a été saisie. La procédure suit son cours normal. Nous avons foi à la justice camerounaise. Les magistrats font leur travail et nous les avocats, nous faisons notre boulot. Quant au bourreau encore présumé, il a été renvoyé pour la 3e fois au commissariat du 5e arrondissement de Yaoundé, où il médite actuellement dans sa cellule. Une exposition découverte au goût néfaste de la drogue. Ici, des paquets de chanvre indien entassés. Là, le store brut, encore dans les seaux et sacs. Tout à côté, des sachets soigneusement dosés contenant une drogue dure, le fameux caillou de toutes les curiosités. Les ciseaux et couteaux servent au labo pour l'empaquetage. 3 proprios assument menottes au point la paternité de cette marchandise illicite. 3 hommes interpellés lors d'une opération coup de poing menée entre Monatélé, Obala et environ, sur prescription de la hiérarchie. Le commandant de la Légion de gendarmerie du sang nous a prescrit un certain nombre de mesures. C'est donc dans cet élan que nous avons mis sur pied des patrouilles. Et ces patrouilles, sur renseignement, ont eu plusieurs informations qui faisaient état de ce que des dealers de chanvre et de stupéfiants de toutes sortes sont localisés dans notre secteur. Parmi les suspects, cet homme au style extravagant qui se dit coiffeur. Pourtant, il cachait un fort trafic dans un salon capillaire aux allures anodines. La perquisition révèle un autre butin stupéfiant. Plus de 5 millions de francs CFA en espèces. Un deuxième réseau tout aussi déroutant. À sa tête, une personne handicapée moteur et visuelle. Un patriarche du crime qui n'a pas hésité à enrôler femmes et enfants dans ce commerce dangereux. Des enfants scolarisés en plus. Ce département de la Léquier a longtemps été rongé par l'insécurité causée par l'addiction des jeunes à la drogue. Ça finit notre ville et ce sont nos enfants même. Nous avons marre du vol. Même si tu es derrière la maison, que tu laisses ta porte ouverte. Parce qu'il y a les Kimcoman qui viennent payer le banga chaque instant.
C'est vraiment ouf de soulagement parce que nous commencions à nous inquiéter un peu de l'ampleur de ces activités à Obala. Mounatele, Obala et les localités environnantes respirent. Et remerciements aux populations qui renseignent et qui continuent à nous renseigner. Donc celles qui hésitent encore, je les incite à renseigner davantage. Également aux gendarmes de continuer à faire le job, c'est-à-dire traquer les malfaiteurs, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. La gendarmerie promet, ce n'est que le début. Ils sont âgés de 21 à 23 ans. 3 bébés dealers pris en flagrant délit de consommation et vente de drogue. C'est le fruit d'une opération discrète et efficace menée par les brigades de gendarmerie des Bombes et des Foulanes dans le ressort de la compagnie de Yaoundé 2. Leurs effets saisis sont constitués des paquets soigneusement emballés de chanvre indien, d'une pipette artisanale pour la consommation et une somme d'argent, fruit visible d'un commerce aussi lucratif que destructeur. La lutte contre les stupéfiants fait partie de l'une des missions à nous confier par le colonel commandant la Légion du Sang. C'est ainsi que dans la soirée du 21 et du 22, nous avons effectué 2 coups de poing. L'un c'était ensemble et l'autre au quartier Obama. Nous avons évalué, les premiers groupes avaient 40 billets et le deuxième avait 42 billets. Présentés à la presse ce jour, les 3 jeunes gens symbolisent une génération en dérive, attirée par l'illusion d'un gain facile dans un contexte urbain de plus en plus marqué par l'insécurité et les trafics souterrains. La gendarmerie est déterminée à reconquérir les rues et à briser les chaînes de la délinquance liées aux drogues. Prescription ferme de la hiérarchie. Un combat de chaque jour avec le commandant de la Légion de gendarmerie du centre et le commandant du groupement territorial de gendarmerie sur tous les fronts pour redonner souffle et sécurité à tous les quartiers de la capitale. Un peu plus de 14 heures, quelques minutes après le défilé militaire, celui civil prend le relais au boulevard du 20 mai de Yaoundé. Un spectacle majestueux donne le ton. Le bouquet d'ouverture présente des couleurs patriotiques et des valeurs qui fondent la nation. Unité, paix, cohésion sociale et vivre ensemble dans la diversité. La mascotte illustre ses valeurs avec élégance, au rythme de pas de danse traditionnelle du terroir. Place maintenant au premier wagon, l'éducation de base. Munis de drapeaux et d'accessoires colorés, les enfants défilent avec enthousiasme, arrachant des applaudissements nourris de la tribune présidentielle et du public. Leurs aînés académiques du secondaire leur emboîtent le pas, avec la même énergie et la même ardeur, scandant toujours des chants patriotiques. Également dans les rangs, l'enseignement professionnel, un carré de migrants et celui de personnes handicapées. Le wagon de l'enseignement supérieur a également marqué le pas, tandis que des majorettes ajoutaient une touche particulière à cette parade. Une étape bouclée par l'École nationale d'administration et de magistrature, ENAM. C'est maintenant au tour des partis politiques de prendre la scène. C'est ainsi que s'est officiellement clôturée la parade civile de la 53e édition de la Fête de l'Unité nationale à Yaoundé. Bienvenue, messieurs et dames. Si vous nous rejoignez seulement maintenant dans le cadre de cette émission, c'est la Rétro, votre émission d'analyse hebdomadaire de l'actualité sur la chaîne Canal 2 International. À notre compagnie, le docteur-colonel à la retraite Didier Badjek. Il est venu décrypter avec nous ces moments de la fête de l'unité vécue en semaine. Colonel, que vous évoque le 20 mai en tant qu'ancien militaire et citoyen engagé? Bien, je vais dire que le 20 mai, pour ma part, c'est toujours resté ainsi. C'est le grand rassemblement du citoyen qui est motivé par un seul concept, celui de l'unité nationale.
Et je pense que ce concept est un concept dynamique, parce qu'il se parfait tous les jours. Il se parfait, n'est-ce pas, par le vivre ensemble. Il se parfait par l'aptitude que nous avons aussi à apporter notre pierre angulaire dans la construction du Cameroun, au plan social, au plan du développement, et au plan des valeurs qui nous unissent, c'est-à-dire la paix, l'unité nationale, la tolérance et l'amour de l'autre. Est-ce que vous comprenez pourquoi cette date a été choisie comme socle de l'unité nationale? La date précise, je ne sais pas si elle dirait. Je veux dire la date du 20 mai, parce qu'il y a bien d'autres dates marquantes de l'histoire du Cameroun, mais celle a été choisie, la date du 20 mai, comme socle de l'unité nationale. Donc je sais que le référendum s'est déroulé et que, n'est-ce pas, qu'il y a eu le oui à 99%, et on commémore donc ce moment qui est important où l'État fédéral, n'est-ce pas, faisait sa mue, n'est-ce pas, vers l'État, la République unie du Cameroun. C'est pour dire que c'était un moment où les Camerounais se sont affirmés dans leur volonté, n'est-ce pas, de vivre ensemble et de pouvoir avoir désormais le même destin et le même partage des enjeux et défis. Depuis 72 ans, on est à la 53e édition et chaque année, les 20 mai, l'armée est en vedette. Pourquoi on met l'armée en vedette? Eh bien, je dois déjà vous dire que l'armée a vécu cette unité nationale bien avant le citoyen lambda, bien avant le Cameroun tout entier, parce que vous savez qu'il y a eu un décalage dans la prise des indépendances, le 1er janvier 1960 pour la partie orientale et le 1er octobre 1961. Mais dès lors que l'armée camerounaise s'est créée, n'est-ce pas, il y a eu une union entre les deux armées, et c'était justement la seule administration qui était totalement unie, qui s'est réellement fondée sur un seul socle, et ils ont adopté un certain nombre de principes, et ils ont continué donc leur cheminement, ils ne se sont plus jamais séparés. C'est-à-dire que le 20 mai est venu juste consacrer une union qui était totale déjà depuis leur rassemblement d'une dizaine d'années avant. Mais l'armée, pourquoi? Parce que l'armée aussi est le témoin et est l'exemple de cette unité nationale, déjà de par le fait qu'elle est républicaine, dans ce sens qu'elle respecte les institutions, la personne qui les incarne, parce que pour parler de l'unité nationale, il faut dans un premier temps savoir qu'on est dans le cadre d'un État, n'est-ce pas, où il y a des institutions. Ça, c'est la première des choses. En plus de cela, c'est une armée qui est nationale, c'est-à-dire le creuset de l'unité nationale, qui admet en son sein des hommes et des femmes qui viennent du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Donc c'est un témoignage. Et en plus de cela, l'armée a un caractère extrêmement élaboré, je veux dire, fort du patriotisme. Ce patriotisme, c'est vrai que le citoyen ne se promène pas avec un patriomètre pour voir jusqu'où. Mais le soldat, c'est en fait la seule profession au monde où vous vous engagez à pouvoir donner votre vie si jamais l'occasion se présente pour sauver la patrie. Et donc, c'est un exemple d'engagement. Il faudrait donc que cette armée-là puisse être au-devant de la scène lors de la commémoration, mais ce n'est pas tout. C'est aussi montrer avec la nation, être en communion en ce moment précis avec la nation, parce qu'aucun enjeu ne peut être gagné, aucun défi ne peut être relevé si jamais il n'y a pas ce diptyque granitique qui lie l'armée et la nation. On en parlera, rassurez-vous, mais je voudrais, parce que vous avez évoqué cette harmonie qui a été rétablie entre les deux armées avec la réunification des deux Cameroun, le Cameroun oriental et le Cameroun occidental. Est-ce qu'il y a d'autres moments clés, mon colonel, ou opérations militaires qui vous semblent emblématiques ou bien qui illustrent bien de la contribution de l'armée à la construction du Cameroun moderne? Il y a beaucoup d'éléments. Les historiens s'accordent à leur donner une séquence. Mais moi, sur le plan socio-politique et sur le plan politique du scientifique que je suis, je ne voudrais pas me focaliser sur la période de 1960 à 1971, parce que c'était la période post-indépendance. Est-ce que les moyens étaient justes? Est-ce que les moyens étaient proportionnels à ce qu'il fallait faire? Nous avons quand même perdu des héros. On faisait le premier pas dans notre autonomie. Nous avons quand même perdu des héros qui aujourd'hui
peuvent se targuer d'être les héros nationaux parce que c'est par eux que s'est bâti l'indépendance du Cameroun. Donc je ne veux pas dire que c'est une période sombre pour l'armée, mais moi je n'aime pas l'évoquer. Je préfère commencer en 71, de 71 à 1980, lorsque l'armée essaye d'assurer la continuité administrative de l'État en allant conquérir toutes les zones enclavées et en participant déjà au développement. Là, on voit déjà une armée qui est philanthrope et qui mène en réalité des missions qui sont favorables à la consécration de l'État et vers la fin de l'État unitaire. Par la suite, on voit l'élection d'une armée qui est professionnelle. Là, c'est dans la bâtisse conceptuelle de l'armée qui, de ce moment-là jusqu'à nos jours, en passant par le pic de la réforme en 2001, qui jette l'armée moderne dans la défense du Cameroun, eh bien, on voit donc une armée qui a su contrôler certaines grandes étapes que l'on peut citer comme ça. Si jamais j'évite de citer la période post-indépendance, il y a eu des conflits, par exemple le conflit de Bakassi. Bien que le conflit de Bakassi ait connu un dénouement pacifique, il fallait être capable de pouvoir tenir ses positions sans provoquer une escalade, mais tout en étant ferme sur nos... Ça, on ne le dit pas souvent assez. Et tout le mérite est accordé à cette armée qui est restée professionnelle, qui n'a jamais mis beaucoup plus de piment qu'il ne fallait, mais qui est restée préserver ce qui était préservable. Et heureusement, grâce à la sagesse des deux chefs d'État, c'est un des faits les plus marquants même de la vie nationale du Cameroun, eh bien, nous sommes arrivés à un règlement pacifique de ce conflit. Il y a également le 2014, qui est une date qui est caractéristique avec le début du conflit contre Boko Haram. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, de cette guerre que les chefs de l'État de la ligne de front avaient lancée sur le perron de l'Élysée. Si mes souvenirs sont exacts, je crois que c'était le 17 mai 2014, faisant suite à l'outrecuidance des menées terroristes sur notre territoire, la prise en otage de certains expatriés, des Chinois, et par la suite la prise à partie d'une de nos brigades, eh bien, le chef de l'État a dû prendre ses responsabilités et accompagner dans un mouvement qui était à peu près global, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de la fameuse phrase « à menace globale, riposte globale ». Mais ce n'est pas en ce moment qu'il sort la phrase, vous le savez très bien. C'est un certain 6 janvier 2015, parce que lorsque cette guerre est déclenchée, le Cameroun se retrouve sur les 1800 km, seul au front contre Boko Haram. Eh bien, nous allons faire face à beaucoup de courage. C'est une menace qui est arrivée de manière très spontanée, et en mêlant tous les modes de combat, elle était certes asymétrique, mais il y a eu des phases d'engagement où Boko Haram a utilisé des moyens tout à fait symétriques, avec des tactiques tout à fait symétriques, dont on pouvait donc peut-être craindre qu'au sein de Boko Haram, il y avait peut-être des transfuges militaires qui combattaient en ce sein. Vous pouvez également citer on va parler de quoi? C'est pas une guerre, du conflit dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est pas une guerre, pourquoi? Parce qu'un pays ne peut pas engager une guerre contre ses propres citoyens. Nous sommes dans le cadre de ce qu'on appelle un maintien de l'ordre renforcé. Mais beaucoup, ils perdent leur vie, ces soldats-là. Tout à fait. Mais vous ne pouvez pas parler de guerre parce que, je l'ai toujours répété sur les plateaux, c'est-à-dire que si jamais l'armée employait des moyens purement militaires, c'est-à-dire traiter par exemple des objectifs, je vais vous donner un exemple. Au canon, aux obus 155, les bilans seraient très lourds. Non, ce sont nos frères qui sont à côté, et il faudrait comprendre qu'ils sont égarés. Et la patience, justement, de l'État démontre sa maturité et démontre le fait qu'on ne peut pas arriver à une résolution militaire dans ce conflit. Elle doit être politique. Et les premiers éléments qui sont posés dans les grandes résolutions du grand dialogue national sont déjà des éléments probants. Les gens disent que c'est insuffisant. Je veux bien, mais vous savez, lorsque nous avons un conflit, et vous avez un médiateur, ne pensez pas que lorsqu'il y aura la médiation, on va faire prévaloir tout ce que vous voulez. Non, on arrive toujours à un juste milieu, et on prend d'abord et on avance. Et c'est dans cette philosophie-là qu'on devrait être capable de marcher. Et c'est pour ça que aussi l'armée, encore une fois, je vous ai d'abord parlé, n'est-ce pas, de Bakassi, l'armée, encore une fois, est obligée d'accepter
et de suivre, c'est pour ça qu'elle est républicaine, de suivre le tempo politique de la résolution de ce problème. Parce que si c'est dans leur compréhension, ils peuvent avoir à neutraliser les troupes comme ils l'entendent. Non, le politique leur dit, il faut laisser le temps au temps. Il faut tout au contraire participer de manière pédagogique pour que, n'est-ce pas, ces gens, ces enfants, qui sont les enfants du Cameroun, reviennent à la raison et sachent véritablement ce que c'est que l'unité nationale. Je voudrais comprendre, mon colonel, parce que vous avez évoqué cette date-là, je crois ce 17 mai-là, quand le président de la République déclare de façon officielle la guerre à Boko Haram. Comment ça résonne dans la tête des militaires que vous êtes? Moi, déjà, je peux vous dire que c'est avec une grande fierté que je reçois cette décision, qui est souveraine et qui rentre parfaitement dans les missions du chef de l'État, c'est-à-dire assurer l'intégrité territoriale du Cameroun, mission qu'il exerce de manière régalienne par le truchement des forces de défense, qui s'en acquiert la mission fondamentale. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes tolérant, parce que vous êtes dit être un pays pacifique, un havre de paix, accepter que l'on vienne piétiner les institutions. Le territoire est une institution de l'État, de la nation, vous comprenez? Et l'intégrité territoriale encore plus. Et c'est ce qui doit consolider notre patriotisme, c'est-à-dire la défense de ce patrimoine que nous avons ensemble, et plus que tout, de manière ferme, quitte à donner notre vie. Et le contraire aurait plutôt manifesté auprès des militaires une certaine faiblesse de la part du Cameroun. Et je pense que la décision qui a été prise avec toutes les conséquences en les mesurant. Et je crois que ça a été l'une des plus grandes décisions pour montrer que nous pouvions non seulement régler les conflits aussi pacifiquement, mais nous pouvions également les défendre. Choisir l'option militaire. Ferme. Alors, mon colonel, on l'a dit en vous présentant au début de cette émission, vous avez dirigé la communication du ministère de la Défense pendant beaucoup d'années. Quel récit national construisons-nous autour de ces engagements historiques que vous avez évoqués? Le récit, ça doit être un récit sacrificiel et mémoriel. Et je pense que nous devons faire encore un peu plus. Je dois vous dire qu'au moment où je suis, j'ai été peut-être le dernier chef d'antenne, chef de division communication à avoir interviewé 4 grands généraux qui sont presque tous partis aujourd'hui. Il ne reste que le général Semenga à qui je souhaite encore une longue vie. Il y a le général Ganso, à son âme, Tato et Oumarou Diam, que j'ai eu l'opportunité d'interviewer. Donc j'ai leurs écrits, mais je pense écrire sur ces points importants pour la mémoire de nos forces armées, et parce que j'ai un certain nombre de productions à faire en tant que scientifique. J'avais un regard lorsque j'étais militaire, mais aujourd'hui je suis un scientifique. Je peux toujours peindre ce que j'ai vécu avec des notions, avec des repères scientifiques, pour que la postérité puisse comprendre cette armée camerounaise qui est un peu déserte en matière, n'est-ce pas, de mémoire. Et ça a été compensé après Bakassi. Ça l'est maintenant. Il y a des distinctions qui se donnent avec des médailles, des monuments, des stèles. Mais il faut écrire. Il faut encourager, n'est-ce pas, le produit scientifique militaire à faire cette production. Et ce n'est que cette production qui pourra, dans les universités militaires, dans les académies militaires, penser un peu les paradigmes, voir leur dynamique et voir ce que ça donne aujourd'hui. Parce que lorsque vous regardez, vous faites c'est un cours que je dispense à l'IRIC, la politique de défense comparée. Vous regardez un peu ce qui se passe, ce qui s'est passé au lendemain de l'indépendance, qu'est-ce qui caractérisait le corpus global de l'armée. Vous voyez son évolution, le passage par la réunification, après la construction du Cameroun ensemble avec la nation, et maintenant la sortie vers la modernité aujourd'hui, qui lui impose d'être beaucoup plus courageuse, qui lui impose d'être beaucoup plus audacieuse. Parce que les défis et les enjeux qui nous interpellent aujourd'hui sont des défis extrêmement difficiles et délicats. Pour quelle raison? Pour la raison où, n'est-ce pas, la mondialisation a défrontiérisé les États. Vous êtes d'accord avec moi? Bien sûr. Vous vous enrhumez à Yaoundé et vous toussez, vous éternuez à Paris.
Donc le monde est interconnecté. Mais dans ce monde interconnecté, il y a ce que l'on appelle... On a vu un peu l'impact de la guerre Ukraine-Russie. Les effets pervers de la mondialisation. Parce que la globalisation, c'est un état qui fondamentalise le parcours de la mondialisation. Je crois que vous le savez. Et qu'aujourd'hui, la technologie que le terroriste va acquérir, n'a pas de frontières par rapport à son lieu d'acquisition. Et il y a des commerces qui sont comme ça, parallèles et tout. Ce qui fait que vous n'allez plus... on aura l'impression que la symétrie va s'aplatir. Parce que vous avez vu un cas récemment avec nos positions à Ouglou, où, n'est-ce pas, les terroristes ont utilisé des drones. Vous voyez, ils passent de la guerre rustique à la techno-guerre. Donc, il s'agit pour les forces de défense camerounaises, dans le regard qu'ils vont désormais avoir vers l'avenir, de se remettre en question et de se dire que si jamais ils restent stables sur leur paradigme, il faudrait que ça bouge, il faudrait qu'ils évoluent. Et ça, le chef de l'État l'avait dit déjà de manière conceptuelle dans son discours de Ngaoundéré. Il dit non, les armées aujourd'hui doivent changer de paradigme, de stratégie. Et on doit s'orienter, c'est le discours pour épouser la modernité. Pour épouser la modernité, c'est le discours qui entre dans, n'est-ce pas, en 2001, qui entre tout simplement dans la réforme de l'armée camerounaise. Donc, le principe fondamental est de savoir que les réformes, et pas la réforme, les réformes sont dynamiques. Donc, dans ce parcours que je suis en train de vous expliquer, il est question pour nous, les scientifiques, de trouver les différents centres de gravité, de les exploiter et de voir en quoi les mutations ont été profitables à nos armées contemporaines du moment à leur époque. D'accord, mon colonel. Alors, on va marquer un arrêt entre cadence millimétrée, ferveur patriotique et démonstration de puissance. L'armée camerounaise a offert au peuple une chorégraphie de la souveraineté, une ode martiale à l'unité retrouvée et défendue sur la terre, dans les airs et sur les eaux. 25 minutes chrono pour inscrire l'harmonie militaire dans les cœurs de la nation. Je vous propose de revivre ces moments du boulevard du 20 mai, le 20 mai dernier. Boulevard du 20 mai, comme chaque année, muet en théâtre stratégique. Théâtre d'un peuple debout, de forces armées en ordre de combat, mais pour la paix. Le ton est donné par le ciel. 3 aéronefs fendent l'espace aérien de Yaoundé. Leur traînée fumigène, en vert, rouge et jaune, peigne un drapeau mouvant au-dessus de la capitale. En bas, la musique de la fanfare militaire soulève la foule. Puis vient le carré spécial de l'armée nigériane. Un salut fraternel aux frères d'armes. L'armée camerounaise s'enchaîne avec son propre carrousel, rassemblant les 10 régions autour du thème sacré, l'unité. La chanson de l'unité s'élève comme un chant de guerre contre la division. La garde présidentielle entre en scène. Elle imprime le tempo, tenue sobre pour les sentinelles du palais, dont de la République. Les élèves officiers de l'école militaire interarmée en bois de le pas. Juste derrière, la gendarmerie nationale déroule ses unités d'intervention. Fusion tactique entre efficacité et dissuasion. Arrive le socle, la colonne vertébrale, les unités d'élite, les forces spéciales en tenue camouflée. La brigade du quartier général, bouclier de la capitale. Le bataillon aéroporté de Koutaba. Le bataillon spécial amphibie et le bataillon d'intervention rapide. L'armée de l'air s'exprime juste avant la marine, altière et discrète. Puis viennent les sapeurs-pompiers et les anciens combattants. La police nationale ouvre un moment fort. Une femme mène ses troupes. Carré de l'administration pénitentiaire. Fierté et dignité. Le pas légèrement haut. L'épaule droite. Même impression pour la douane. Carré exclusivement féminin. 25 minutes de rigueur et de symétrie. Une leçon de discipline au millimètre.
gronde le métal, le temps du défilé motorisé, rugissant comme une bête de guerre. Camions tactiques, véhicules blindés, pick-up d'assaut, engins du génie militaire. L'échantillon de l'arsenal camerounais revisité, modernisé. Une belle démonstration. Le territoire est en alerte. Le bouclier, lui, est bien affûté. Mon colonel, où étiez-vous le 20 mai? Arnaud, permettez-moi déjà de vous féliciter. J'ai bien reconnu votre voix pour ce court commentaire, n'est-ce pas, qui allie aussi bien le ton et la couleur à l'éternité de cette cérémonie. Il faut des fois aussi vous féliciter quand on fait du bon travail. Je suis honoré, mon colonel. Voilà, je suis à vous pour votre question. Alors, je demandais où étiez-vous le 20 mai? Le 20 mai, j'étais calfeutré chez moi. Je n'ai pas eu de billet d'invitation. Vous savez, on oublie vite. Hein, mais pour autant, ça me permet également d'avoir une appréciation beaucoup plus encyclopédique de ce que je vois. Je peux y transposer loin des commentaires des voisins et de la ferveur du direct. Je peux transposer quelques concepts, essayer de me poser la question de pourquoi ça et pourquoi pas ça, chronométrer davantage. Et moi, à mon petit niveau, je peux également faire un compte-rendu, renvoyer à Monsieur le ministre délégué à la présidence et à la défense. Voilà comment votre ancien colonel voit le défilé. Voilà ce que pour sa part a très très bien marché. Voilà ce qui n'a pas marché. C'est ainsi que nous pouvons toujours continuer à être actifs et contribuer, n'est-ce pas, à la bâtisse de notre armée qui aujourd'hui a toujours fière physionomie. Je peux vous assurer que nous qui avons vécu ces moments, que ce soit à la télé ou en direct du boulevard du 20 mai, nous avons passé un bon moment avec cette parade militaire qui nous a bercé ce 20 mai-là en matinée. Je crois que c'est le but. La communion armée-nation, c'est le moment le plus important où le civil doit communier avec son armée et que l'armée devrait poursuivre un but au niveau de sa communication, créer l'adhésion, créer l'influence et créer l'image. Et c'est ce que vous avez fait pendant tout le temps que vous avez passé à la division de la communication du ministère de la Défense comme chef. Je voudrais, mon colonel, qu'on évoque un peu les défis sécuritaires actuels pour cette partie de notre interview. À la lumière de votre expérience, comment évaluez-vous la réponse militaire face au terrorisme dans les régions septentrionales aujourd'hui, l'extrême nord en particulier, où on annonce un regain des actions de Boko Haram contre l'État du Cameroun? Oui, déclaré dans cette zone de prédilection de Boko Haram, le terrain est enclavé. Il y a aussi un terreau favorable à la radicalisation des jeunes. Et donc, le principal défi, c'est de pouvoir avoir de la mobilité au niveau transfrontalier. Et que, également, nous étions très bien constitués au niveau des pays de la ligne de front, avec la force multinationale mixte. Mais comme j'ai eu à le dire, pour le regretter, que la création des forces comme Barkhane et G5 Sahel ont visé à fragiliser la FMM, parce que nous avions déjà deux acteurs importants au sein de cette force-là, le Tchad et le Niger, et qu'aujourd'hui même le Niger est parti, je ne sais pas pour quelle raison, et que nous avons suivi tout récemment des menaces du Tchad de quitter. Je pense qu'aucun de ces pays est pour... On ne restera qu'avec le Nigeria. Ce que je veux dire, c'est que aucun de ces pays que je viens de citer, sinon tous les pays de la ligne de front, ne pourront bénéficier, n'est-ce pas, d'aucun dividende étant séparés. Nous avions la sécurité collective la mieux formée avec nos moyens, et ce qui fait que nous avions donc une certaine souveraineté stratégique lorsqu'on l'a bâti. Et le chef de l'État, notre chef d'État fait partie de ceux qui ont bâti cette force multinationale mixte par leur engagement.
et que si aujourd'hui elle laisse passer des failles dans ce que l'on avait appelé à un moment un bloc compact, eh bien ce sera pour la dégradation de la sécurité dans cette zone-là. Je dois vous dire que ce qui se passe, il y a un regain peut-être, mais il ne faut pas analyser ce problème au niveau sous-régional ou au niveau de la force seulement. Ce que vous devez savoir, c'est que au niveau de l'Afrique de l'Ouest, eh bien les pays, au contraire, sont en train de vouloir renforcer de façon radicale leur système de sécurité collective. Mais qu'est-ce qui va se passer si jamais cette force sous-régionale est mise sur pied? Eh bien, les terroristes vont coulisser. Ils vont coulisser à l'est, et chercher les failles. Et chercher les failles. Ils viendront renforcer, parce qu'il y a un international terroriste, ils viendront donc se rallier avec l'ISWAP qui a déjà pris position, et on aura de plus en plus de difficultés, surtout que la FMM propose désormais plusieurs failles dans ce qui était appelé le bloc compact à l'époque. Donc, cette situation, c'est déjà le premier défi qui guette notre intégrité territoriale et notre sécurité globale dans la zone. Le deuxième défi, c'est qu'il faudrait savoir une chose, c'est que la guerre a mis du temps. Ce qui veut dire que les terroristes se sont professionnalisés, puisqu'ils ne sont pas réduits. Alors, vous parliez du temps, et je voudrais, mon colonel, c'est vrai que vous avez évoqué tout à l'heure, mais je voudrais peut-être qu'on en reparle un peu de mots, la guerre dans les régions anglophones. Vous avez dit que ce n'est pas une guerre, que c'est un problème entre le Cameroun et ses enfants. Je voudrais comprendre, est-ce que vous comprenez la durabilité de cette guerre? Oui, je peux vous faire une démonstration de la cinématique de cette guerre. Cette guerre a commencé sur des fondements totalement idéologiques. C'est-à-dire que les séparatistes avaient une idéologie qui n'existe plus aujourd'hui. Parce que grâce à la coopération internationale, je dois dire que plusieurs acteurs qui tiraient les ficelles, qui étaient tapis dans l'ombre dans les pays étrangers, ont été sommés d'arrêter leur activité au risque d'être renvoyés ici au Cameroun. Certaines procédures même sont en cours. Je pense qu'il y a eu une diplomatie extrêmement puissante à ce propos, ce qui fait que le nerf de la guerre, qui était l'approvisionnement, la logistique, qui venait de l'autre côté, n'est-ce pas, aujourd'hui, s'est asséché, et que ces terroristes ne vivent plus de cela. C'est-à-dire que vous allez faire une remarque, parce que vous savez, moi je fais du monitoring profit de plusieurs sociétés, même des forces de défense, profit de plusieurs sociétés, parce que j'ai un cabinet de consulting et de prospective sécuritaire. Je fais et vous allez vous rendre compte que le 20 mai, qui pourrait être pour les séparatistes une occasion de perturber la fête pour complètement contester l'idée même de la réunification qu'ils combattent depuis, eh bien, n'a pas pu donner les fruits, l'effet final recherché par ces terroristes. Il y a eu quelques petites attaques qui ont été réduites, n'est-ce pas? Et on n'a pas eu, il y a eu des ghost towns qui ont été... mais qui sont devenus un peu... c'est-à-dire... Alors, c'est pour se demander même, alors, quel est le centre de gravité désormais de ces séparatistes-là? Non, ce ne sont plus des séparatistes. Je ne pense plus qu'ils soient motivés par des instincts irrédentiques. Non, je pense plutôt que ce sont des bandits aujourd'hui qui sont en train de gérer l'économie de guerre et qui sont en train de profiter de la violence pour pouvoir extorquer les fonds aux citoyens et tout le reste. Et c'est l'occasion d'appeler encore nos frères de ce coin. Et donc, je dois vous dire que la plus grande partie est aujourd'hui hors de ces deux régions, mais dans leur pays, dans le Cameroun, c'est-à-dire disséminés dans les 8 autres régions. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Je comprends très bien. Je n'ai pas envie de parler et les téléspectateurs d'anglophones. Parce que moi, c'est une sémantique que je voudrais bannir du vocabulaire camerounais aujourd'hui. Ce sont des frères du sud-ouest et du nord-ouest. Il y a à peu près 59% de ces populations qui sont en dehors de ces deux régions natales. Et qu'aujourd'hui,
je suis encore étonné que certaines populations tardent à dénoncer tout ce qui se fait, n'est-ce pas, au détriment de la jeunesse qui ne va pas à l'école, des femmes qui sont violées, des hommes et femmes qui sont arnaqués, de la mobilité qui est réduite. Donc, il est temps, n'est-ce pas, qu'ils comprennent. Et je dois leur dire que le débat pour l'obtention de plus d'autres droits, ça s'obtient dans le dialogue. Il n'y a que le dialogue qui peut aider. Et ce n'est pas le dialogue qui a manqué. Je voudrais, mon colonel, que vous me donniez votre avis. Quel peut être aujourd'hui le rôle de l'armée dans la lutte contre les menaces asymétriques de tout ordre qu'on vit, notamment la criminalité urbaine et les tensions communautaires? Déjà, c'est totalement neutralisé les terroristes, n'est-ce pas? Parce que vous savez qu'il y a une combinaison entre le développement et la sécurité. On ne peut pas avoir une région qui est sinistrée comme l'extrême nord, où, n'est-ce pas, l'insécurité continue de rester. Eh bien, le développement lui-même a des difficultés de pouvoir débuter, parce que tout ce que l'on peut investir peut être ruiné du jour au lendemain. Lorsque vous allez voir aujourd'hui les éléments sécuritaires de la zone, vous allez vous rendre compte que les Boko Haram vont dans des concessions, tuent les personnes, arrachent les petits ruminants, les habits, les vêtements et tout. C'est quand même des points qui sont tout à fait négatifs pour le développement de ces petites localités qui doivent mettre en place ce qu'on appelle le développement communautaire. Donc l'armée peut contribuer à lutter contre ça. Et vous m'avez demandé encore quelle contribution à propos de l'armée? À propos de la criminalité urbaine et ce qu'on appelle aujourd'hui les conflits intercommunautaires, les tensions communautaires. Les tensions communautaires, de toutes les façons, l'armée joue un rôle important en s'interposant au sein de ces conflits. Il y en a eu plusieurs ces derniers temps. L'armée ne laisse pas ces gens en découdre. Lorsqu'il y a des descentes avec les autorités administratives, c'est l'armée qui prend position. Et au moins leur présence est une dissuasion. Donc au moins l'armée est un contributeur essentiel de la résolution de ces conflits communautaires. Au niveau de la criminalité urbaine, elle est en pleine croissance, mais elle dépend aussi de la démographie, de l'exode rural, où les villes sont désormais, surtout les mégapoles comme Yaoundé et Douala, sont trop pleines, il y a beaucoup il y a une population qui est galopante, et bien entendu, il y a de la promiscuité. Et avec, n'est-ce pas, le contact qui existe maintenant entre le banditisme transfrontalier et avec la criminalité urbaine, eh bien, c'est de nouvelles méthodes qui sont entreprises. L'armée également joue son rôle avec les forces de sécurité dans le concept que l'on appelle le concept de gendarmerie de proximité, où vous, les citoyens, justement, c'est là où le diptyque armée-nation est tout à fait réflexif, n'est-ce pas? Où le citoyen doit être capable d'aider la gendarmerie. Moi, je suis dans le cadre de mon travail, je suis descendu hier à la brigade de Kolofamba et j'ai essayé d'aider aussi, d'apporter ma contribution dans des éléments de renseignement que j'ai pu donner à la brigade là-bas pour qu'on puisse mettre la main sur un groupe qui coupe les câbles de la société que je ne vais pas citer ici parce qu'elle n'a pas payé des droits de distribution d'électricité. Distribution d'électricité, pylônes, parce que ça, il faudrait savoir que les pylônes que nous avons aujourd'hui... Nous avons d'ailleurs rendu compte de ces faits-là, c'est-à-dire les brigands qui ont... Vous ne pouvez pas savoir quel mal on fait, parce que ça, ce sont des installations critiques. Alors, mon colonel, on va évoquer vraiment au pas de cause, parce que le temps commence à courir avec nous, le lien armée-nation qui vous est si cher. Vous avez évoqué une dizaine de fois ce triptyque armée-nation, mais je voudrais que vous nous énumérez quelques actions concrètes qui rapprochent aujourd'hui l'armée du citoyen camerounais. Il y a beaucoup de points, j'espère que pas quelques-uns, mais qui sont spécifiques, caractéristiques. Il y a déjà au niveau de la santé. Vous savez très bien que c'est une entreprise qui est vulgarisée aujourd'hui où la santé militaire donne son offre, n'est-ce pas, et aux militaires et aux civils. Et ils sont même généralement, je crois que le pourcentage, si j'ai encore les bons chiffres statistiques, il y a pratiquement sur le nombre total des patients qui sont examinés, eh bien, il y a 68% de patients civils. Ouais, c'est une bonne action au niveau de la santé publique. Et il faut qu'on continue d'aider. Les officiers, les médecins vont en stage, en spécialisation et tout. Et moi, j'ai souvent visité les hôpitaux militaires.
Et vous allez voir que c'est bondé de personnel civil. Et vous avez des patients qui disent, écoutez, nous on est bien ici, on est bien traités, on ne savait pas que les militaires étaient si doux. Ça, c'est un très bon témoignage de l'armée-nation. Eh bien, il y a également les travaux d'infrastructure dans lesquels le génie militaire peut intervenir. Il y a aussi, au niveau des finances, ce qui est souvent tue, l'action de l'État en mer, où la marine nationale est le bras séculier de l'action de l'État en mer. S'il n'y avait pas de marine nationale, eh bien le golfe de Guinée serait un territoire de non-droit où on ne pourrait même pas faire transiter les marchandises et pouvoir payer les droits d'importation. Il y a l'assistance en cas de catastrophe. Vous voyez ce que les sapeurs-pompiers font en ce moment. Et je dois vous dire que ce corps vient d'acquérir par le biais de la coopération et aussi par la volonté politique, beaucoup de véhicules d'incendie. Et vous allez voir très prochainement que tout le Cameroun sera Parce que ces incendies, ça... Vous avez vu leur défilé, c'était assez impressionnant. Voilà. Il y a l'encadrement civique, n'est-ce pas, de la jeunesse. Et moi, On ne va pas être exhaustif, mon colonel. Bon, écoutez, je ne vais pas oublier l'armée de l'air parce que c'est quand même l'aérotransport, la contribution, n'est-ce pas, dans l'aviation civile, l'aérotransport, lorsque les avions sont en technique opérationnelle, et il y a des zones qui sont enclavées. Par exemple, lorsque les élections vont se dérouler, c'est généralement les hélicoptères de l'armée de l'air qui vont distribuer le matériel électoral. Alors, on a vu dans le défilé qu'on a projeté tout à l'heure, les anciens combattants aussi défiler au même titre que l'armée. Quel est le rôle que ces anciens combattants jouent et même les associations militaires dans la construction du lien civilo-militaire? Oui, ça, ce sont mes nouveaux collègues. Voilà. Bien, les anciens combattants, en réalité, sont là, n'est-ce pas, pour recréer les moments mémoriels de l'armée et pouvoir encadrer également ces personnels qui sont si vite oubliés et être capable aussi de les réinsérer. Donc, ils ont un rôle extrêmement important. Dire que la retraite n'est pas une sanction. Et le militaire, on dit souvent militaire d'un jour, militaire de toujours, pour toujours. Vous savez, l'ancien combattant, même lorsqu'il est en retraite dans son coin, c'est lui qui est le principal vecteur de renseignement. Il est là de surveillance, même au niveau administratif, dans le plus profond du Cameroun. Donc, je pense que c'est un rôle qui est un rôle de fédération, un rôle d'entretien d'une nouvelle communauté qui ne fait qu'être le prolongement de ce qu'on a été quand on a été militaire d'active. Alors, le Cameroun moderne a-t-il besoin, mon colonel, d'un nouveau pacte entre la jeunesse, les populations et ses forces armées? Si vous me posez la question de cette manière-là, rien n'a changé. Ce n'est pas un nouveau pacte. C'est un pacte qui a une dynamique. Je veux dire, au vu des défis actuels. Les défis actuels, c'est qu'il faudrait peut-être dire ce que l'armée devrait faire pour se moderniser davantage. Il faudrait que les efforts qui ont été faits au niveau de la réforme, c'est-à-dire le rajeunissement, la professionnalisation et l'équipement des forces, soient redoublés parce que ce sont des piliers qui sont immuables. C'était peut-être ma prochaine question, c'est-à-dire quelle réforme ou évolution structurelle vous semble nécessaire justement pour moderniser durablement l'armée? Bien, moi je pense que déjà il faut conceptualiser. Il faut conceptualiser, il faut planifier. Parce que si jamais on n'a pas une structure de planification à long terme et de prospective, l'on ne peut pas voir ce qui se passe devant. Et je voudrais, comme ça également, solliciter, en réalité, ce n'est pas une demande, mais c'est un élément qui est fondamental pour les armées modernes, c'est ce qu'on appelle l'écriture du livre blanc, qui devrait être décidée par le chef de l'État, par un décret présidentiel, et remettre dans une cellule d'analyse, n'est-ce pas, les ministères régaliens que sont l'administration territoriale, les finances, la justice, les relations extérieures et l'armée. L'armée qui met en œuvre la politique de défense de l'État. Et des scientifiques, comme nous autres, des polémologistes,
pour pouvoir définir la typologie des menaces et voir ce qui peut agir, n'est-ce pas? En ce moment, nous avons un cap, nous avons une idée politico-stratégique que l'on transmet maintenant au chef d'état-major des armées, qui transforme ce moment politico-stratégique en un moment stratégique pour avoir la véritable stratégie de défense de l'armée. Et pour, n'est-ce pas, convenir d'une chose, c'est que c'est effectivement le chef de l'État qui est le chef des forces armées et qui décide de la politique de défense du pays. Nous avons un concept aujourd'hui qui fait ses preuves, mais qui fait ses preuves plutôt de manière spontanée, en l'occurrence la défense populaire, qui devrait bénéficier par exemple d'un corpus juridique et de certains mécanismes, par exemple au niveau de l'entretien des structures civiques et tout le reste, de préparation. Vous savez, l'armée de conscription a disparu un peu à un moment, même en France ou ailleurs, parce que non seulement elle était onéreuse, et on est passé vers le concept de l'armée professionnelle. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les guerres de masse sont revenues. Vous voyez un peu la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et qu'il est temps de pouvoir continuer à repréparer ce qui se fait déjà dans les grandes écoles, l'école nationale d'administration. Je m'en voudrais, mon colonel, si je pars sans vous poser cette question. On a vu de plus en plus beaucoup de jeunes manifester leur engagement, leur engouement à servir au sein des forces de défense. Mais malheureusement, on ne peut pas prendre tout le monde. Vous qui parlez souvent de la jeunesse, je sais, vous êtes là sur l'honneur de servir, même autrement qu'en uniforme. Bien déjà, je pense qu'en servant le patriotisme, nous servons d'une autre manière le Cameroun. On peut être patriote dans les forces de défense, on peut être patriote en laissant tranquilles les deniers publics, on peut être patriote en faisant son travail correctement, en venant au travail à 7h30 et en rentrant à 15h30. On peut servir son pays partout. Donc je pense que pour la jeunesse que nous avons aujourd'hui, on ne peut pas prendre tout le monde, ce serait illusoire, mais l'armée, l'image que l'armée reflète, surtout par des grands moments comme ceux du 20 mai aujourd'hui, c'est fait à dessein pour justement atteindre ces enjeux d'image et ces enjeux d'adhésion. Et on peut également servir cette armée sans être dans l'armée, justement par la défense populaire, en donnant le renseignement prévisionnel, ce qui sert fortement, n'est-ce pas, à lutter contre tous les défis sécuritaires au niveau endogène. Vraiment, vous avez compris qu'avec le colonel Dr Didier Badjek, on peut passer toute la journée vraiment à évoquer des sujets, que ce soit des stratégies, des sujets de défense. On passera une journée vraiment. Vous avez compris également que le soldat n'est pas toujours celui qui tire, il est souvent celui qui endure, celui qui veille pendant que la nation dort, celui qui pense pendant que les autres pensent l'avenir. À travers l'homme en uniforme, c'est une promesse silencieuse que nous entendons, celle d'un Cameroun où la force protège, où la loyauté inspire, où la paix construit. Demain s'écrit avec ceux qui gardent la mémoire vive de l'espérance et l'espérance justement intacte. Et ce jour, la rétro salue ces bâtisseurs de l'unité. Merci au colonel Didier Badjek d'être venu discuter avec nous ce matin sur l'unité et surtout le lien armée-nation. C'est moi qui dis merci et je salue comme ça tous mes frères d'armes qui sont toujours restés mes frères d'armes en leur présentant mes modestes félicitations parce que je n'ai peut-être pas Mais vous continuez à servir autrement. Je continue à servir et je leur dis qu'ils se sont bien comportés, ils ont continué à montrer ce que c'est qu'une armée disciplinée et vraiment le 20 mai, je dis également bonjour au commandant des troupes qui est mon grand-père, comme on parle dans l'armée, parce que... Oui, bien sûr, bien sûr. Nous, le général de brigade aérienne Benoît Ebaïba. Deux promotions après lui, et c'est comme ça qu'on s'appelle. Le père est juste là, le grand-père, l'arrière-grand-père, quand c'est les promotions d'avant. Et c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et qui a toujours su m'encadrer. Il est pilote comme vous, il est de l'armée aérienne comme vous, donc vraiment on comprend cette infidélité. Les aviateurs. Merci beaucoup, merci à vous à la maison de nous avoir regardés, merci à la grande équipe technique mobilisée autour de Thierry Camteau pour la réalisation de cette émission. On vous donne rendez-vous dimanche prochain.